Vous regardez Al24 News, nous sommes le samedi 17 décembre à la une de ce journal. Jour J pour les élections législatives en Tunisie, les Tunisiens sont appelés aux urnes pour élire un nouveau parlement. En Libye, l'envoyé spécial de l'ONU, Abdoulaye Bathily, hausse le ton et met en garde les partis qui font obstacle au processus électoral dans le pays. Nous ferons le point dans cette édition. Enfin, transport et tourisme en Algérie, la nouvelle ligne aérienne reliant Paris à Djanet, inaugurée aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonjour. Coup d'envoi ce samedi des élections législatives en Tunisie, dont plus de 11 000 bureaux de vote à travers le pays pour la constitution de la nouvelle Assemblée qui comptera en son sein 161 députés. Une Assemblée qui remplacera celle qui avait été gelée le 25 juillet 2021. Le principal enjeu de ces élections sera notamment le taux de participation. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Des élections législatives teintées d'un engouement mesuré attendent les Tunisiens ce samedi 17 décembre. C'est l'impression qui caractérise les préparatifs de ce rendez-vous électoral. La nouvelle Assemblée sera composée de 161 députés qui viendront remplacer leurs prédécesseurs suite au gel de l'Assemblée nationale en juillet 2021 décidé par le président Kais Saied. C'est un paysage politique nouveau qui émergera de ces élections. Une grande partie des candidats en lice ne sont issus d'aucun parti classique. Enseignants, retraités ou encore sans activité, ils sont beaucoup à tenter leur chance pour accéder au siège de députés. Les formations politiques classiques ont quant à elles décidé de boycotter le scrutin, opposé depuis l'été 2021 au chef d'État tunisien, dans une confrontation qui semble s'installer sur le long terme entre les différents partis et le chef d'État. Le principal enjeu des élections sera vraisemblablement le taux de participation. Plusieurs observateurs s'accordent à dire que les préoccupations des Tunisiens sont plus portées sur le coût de la vie que sur les résultats attendus pour ce samedi. En outre, le référendum adopté en juillet 2022 a diminué les prérogatives du Parlement, faisant du pouvoir exécutif le principal acteur de la vie politique tunisienne. Et dès l'ouverture des bureaux de vote en Tunisie en ce samedi électoral, le président tunisien Kais Saied a accompli son devoir électoral avant d'adresser un message aux Tunisiens. Saied a déclaré que les prochaines lois qui seront approuvées par le Parlement reflèteront la volonté du peuple et préserveront la souveraineté de la Tunisie. Vous seul, vos choix et votre conscience des défis, êtes capable d'aller de l'avant pour écrire une nouvelle histoire pour notre pays. Que ceux qui sont élus aujourd'hui ou lors de la prochaine session s'il y a lieu, se souviennent qu'ils resteront sous la surveillance de leurs électeurs. En Libye, l'envoyé spécial de l'ONU, Abdoulaye Bathily, juge très limité les avancées du processus politique au pays. Il s'est adressé au Conseil de sécurité de l'ONU. Il estime que les deux parlements n'arrivent pas à trouver un accord. Il conviendrait donc, selon lui, de chercher d'autres mécanismes alternatifs pour apaiser la souffrance. Les détails avec Leïla Gertal. Il faut dire que l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye récemment installé n'a pas été avec le dos de la cuillère concernant le dossier libyen. Il a déclaré que des mécanismes alternatifs pourraient être pris si les parties rivales ne trouvent pas de solution à la crise secouant le pays. Depuis la chute et l'assassinat du président Muammar Kadhafi en 2011, la Libye n'a pas connu de répit et très peu de moments de paix. Le pays ayant sombré dans la violence la plus totale, scindant ainsi d'abord le pays en deux, voire même en 3 régions, et plusieurs groupes armés ont vu le jour. Aussi, et après plusieurs tentatives de remettre le pays sur les rails de la constitutionnalité, celles-ci furent vaines, sans parler bien sûr de l'initiative de 2021 où des élections étaient prévues mais qui n'ont finalement jamais eu lieu. Les divisions politiques se sont depuis intensifiées, sans conflit majeur certes, mais cette situation de tiraillement entre
entre le gouvernement et le Parlement de Tobruk plonge le pays dans un abîme sans fond. Le désaccord entre les deux hommes d'Ira Batili ne peut plus servir de justification pour tenir un pays entier en otage. Nous devons demander des comptes aux personnes et organismes qui empêchent ou font obstacle à l'organisation d'élections et sanctionner les dérapages d'avant et d'après les élections. Il annonce de ce fait que des mécanismes, comme je le disais, alternatifs seront pris pour atténuer les souffrances causées par les arrangements politiques intérimaires obsolète. Dans son rapport au Conseil de sécurité, Abdoulaye Batili a détaillé l'impasse attribuant le conflit aux deux organes. Batili a été ferme dans le verbe et dans le temps, laissant ainsi présager probablement d'un changement à l'horizon. Et au Mali, un nouvel attentat, cette fois-ci à Tombouctou, a coûté la vie à 2 membres de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Il s'agit d'un homme et une femme. Les 2 soldats ont été tués vendredi 16 décembre dans une attaque contre leur patrouille. 4 autres soldats ont été blessés, dont un grièvement, selon un communiqué de la MINUSMA. Et un mot sur le 2e sommet États-Unis-Afrique dont les travaux ont été clôturés hier à Washington. Des travaux sanctionnés par un communiqué final plaidant pour une plus large représentation de l'Afrique dans les instances internationales. Les États-Unis ont ainsi annoncé un plan de réforme du Conseil de sécurité onusien en appuyant les sièges permanents des pays africains et ont exprimé leur soutien à l'UA pour son adhésion au G20 en tant que membre permanent. L'actualité au Pérou et une situation politique toujours aussi tendue, notamment dans la rue, avec des manifestations qui ont déjà fait 18 morts suite à l'arrestation du président Pedro Castillo. Le Parlement qui a dit non à des élections anticipées au pays en rejetant un projet de loi visant à avancer d'avril 2026 à décembre 2023 les élections générales. Et le président colombien Gustavo Petro a estimé vendredi qu'il était scandaleux que la justice péruvienne maintienne en détention l'ancien président du Pérou, Pedro Castillo, dont la destitution, l'arrestation ont embrasé le pays. Au Pérou, un président élu par le peuple se retrouve en détention préventive, ce qui me semble être un scandale, a déclaré Petro à la presse. Le Mexique, la Bolivie et l'Argentine ont également apporté leur soutien au président déchu. L'actualité en Ukraine également est l'accord sur les céréales qui fait encore couler beaucoup d'encre. Contre-information et intox sur la destination réelle des cargaisons de blé. Kiev a annoncé qu'une quantité supérieure à 1 million de tonnes de blé a bel et bien été expédiée vers l'Afrique, rien que durant le mois de décembre. Les détails avec Amin Touta. Au départ de la ville d'Odessa, 3e plus grande ville d'Ukraine, plus d'1 million de tonnes de blé étaient exportées vers le continent africain le 14 décembre. Selon le ministère ukrainien de la politique alimentaire et agraire. D'après la même source, cette commercialisation pour les pays d'Afrique représente plus de 25% du total des expéditions, soit une augmentation de 1,6 million de tonnes. Cette transaction s'ajoute à 13 millions de tonnes de production agricole d'hiver à partir d'Ukraine. En dépit d'un conflit militaire qu'oppose depuis 10 mois Kiev à Moscou, l'Ukraine arrive à assurer des opérations d'export du blé local par le port d'Odessa en mer Noire en direction de la Turquie, en vertu d'un accord conclu à Istanbul au mois de juillet passé entre les 2 belligérants, la Russie et l'Ukraine, et sous la médiation de la Turquie et l'Organisation des Nations Unies. Une entente d'urgence qui a permis de dénouer partiellement la crise céréalière dans le monde, provoquée par l'actuel conflit qui perdure depuis le mois de février et entraîne des répercussions économiques et énergétiques. Les 27 membres de l'Union européenne cherchent à plafonner les prix du gaz à l'approche de l'hiver pour parer à la crise qui s'annonce. Et sans transition Europe qui fait cap sur le durcissement de la fiscalité vis-à-vis des multinationales, les dirigeants des 27 pays membres de l'UE ont annoncé jeudi avoir approuvé la transposition au droit européen de l'impôt minimum de 15% sur les bénéfices des multinationales. Après la levée des blocages hongrois et polonais, l'entrée en vigueur de la mesure en Europe est prévue au 31 décembre 2023.
Et en France, la cherté de la vie et la baisse du pouvoir d'achat des ménages de plus en plus dénoncées par les Français, des préoccupations prises à bras le corps justement par une partie de l'opposition. C'est le cas pour Jean-Luc Mélenchon et son mouvement La France Insoumise. Le fondateur du mouvement de gauche lance sa campagne nationale intitulée Contre la vie chère et pour nos retraites. Il était en meeting à Saint-Étienne. Je suis le paratonnerre de toutes les haines de nos adversaires et parfois de toutes les ambitions de nos amis. Voyez-vous, un jour ou l'autre, M. Macron va dissoudre parce que sa majorité n'est pas stable. Et c'est le moment qu'on aura tous alors pour donner notre avis. Et le pays se trouvera au pied du mur de savoir s'il choisit la solution que représente la NUPES, les Insoumis, ou s'il choisit l'extrême droite. Voilà vers quoi nous nous dirigeons. Et nous restons en France où la situation socio-économique du pays pousse les militants politiques en faveur des droits des travailleurs à créer de nouveaux mouvements. Le parti Révolution Permanente vient de voir le jour. Il a tenu à Paris son congrès fondateur, espérant profiter de la récente scission du nouveau parti anticapitaliste 1PA pour se frayer un chemin dans le paysage politique français de gauche. Donc nous entamons ce week-end le processus de construction d'une nouvelle organisation qui a pour objectif de contribuer à la construction d'un parti révolutionnaire des travailleurs en France. Nous commençons certes avec une taille modeste. Il y a 400 personnes qui ont participé au processus de préparation de ce congrès, mais c'est pour nous en fait un point de départ et on espère en tout cas en fait que vous allez entendre beaucoup parler de Révolution Permanente pendant les prochaines semaines et mois. La décision du milliardaire et nouveau propriétaire du réseau social Twitter de suspendre des comptes appartenant à des journalistes a suscité une vive réaction de la part des Nations Unies. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, juge que cette décision crée un dangereux précédent. À la suite de cette mise en garde, Elon Musk a indiqué dans la nuit de vendredi à samedi qu'il allait rétablir les comptes de plusieurs journalistes américains sur ce réseau social. Et le secteur touristique en Algérie qui se renforce par une nouvelle ligne aérienne hebdomadaire reliant Paris à la perle du Sud, Janet. La nouvelle desserte qui sera inaugurée aujourd'hui est opérée par la compagnie nationale Air Algérie. Elle s'inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme algérien tel que défini dans la stratégie initiée par le président Abdelmadjid Tebboune. Et le grand écran algérien célébré à Bruxelles, la Cinémathèque royale de Belgique célèbre le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté algérienne avec un cycle cinématographique intitulé 60 ans de cinéma algérien. Une vingtaine de films sont à l'affiche dans un programme de projection qui se poursuivra jusqu'au 14 février 2023. Et enfin, un mot de football avant de clôturer ce journal. Dans le cadre du match de classement pour le compte de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'équipe de Croatie affrontera cet après-midi le Maroc ce samedi justement à Doha. C'est la fin de cette édition. Excellent après-midi sur Al 24 News.